Merci tout d'abord. Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui à l'Université libre de Bruxelles. Je remercie tout particulièrement Madame Anne Corrivière et Monsieur l'ambassadeur du Portugal. Merci d'être venu. Je vous demande d'avance indulgence pour mon français parce que, comme tous les gens de ma génération au Portugal, j'ai appris le français à l'école, mais ça fait 40 ans que je ne parle pas français parce qu'il n'y a plus d'opportunité au Portugal de parler français dans le cadre de l'université. C'est toujours l'anglais, l'anglais, l'anglais. Mais j'étais très bon élève de français à l'école et j'ai une grande passion pour la langue française et c'est un grand plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de, après 40 ans, parler français avec vous. Nous parlons aujourd'hui de Camões, qui est né il y a 5 siècles, en 1524 peut-être. Nous allons parler de ça. Il reste jusqu'à nos jours l'auteur le plus important de la littérature portugaise, occupant dans la culture lusophone une place semblable à celle de Dante dans la littérature italienne ou à celle de Shakespeare dans la littérature anglaise. Pourtant, le poète que les Portugais ont élu comme poète national était parfois un critique féroce de son pays. Lisons cette strophe de son chef-d'œuvre, une épopée héroïque que les Portugais ont toujours considéré le poème national du Portugal. Muse, c'en est assez. Les cordes de ma lyre sont déjà détendues. Je sens faiblir ma voix. Non que ce soit mon chant qui ma langueur inspire, mais parler à des sourds, ce sont les Portugais, trop tard je m'aperçois, la faveur qui transmet tant de force au génie, mon avare pays entièrement la dénie, ignorant et cupide. Il n'a pour le talent nulle protection, nul encouragement. Camões est avant tout l'auteur du poème épique Les Lusiades, et ici j'ai cité la traduction de Hyacinthe Garin. Alors, Les Lusiades, publiées en 1572, le sujet du poème est le premier voyage de Vasco da Gama en Inde, qui a eu lieu en 1498. La date de publication des Lusiades correspond justement à l'année où Michel de Montaigne, en France, a commencé à écrire ses essais, qui seront publiés en 1580, la même année où Camões meurt à Lisbonne. Camões et Montaigne n'ont jamais écouté parler l'un de l'autre. Ils ont suivi des chemins très différents, mais ils ont partagé la même culture humaniste basée sur les auteurs de l'Antiquité classique. On sait que Montaigne s'est beaucoup intéressé pour les auteurs anciens, grecs et latins. Il faut dire qu'en ce qui concerne Camões, il ne semble pas vraisemblable qu'il ait pu lire les auteurs grecs dans la langue originale. En effet, il n'y a pas de trace verbale dans sa poésie où on puisse reconnaître une matrice grecque. Il nous manque des passages en Camões qui citent la littérature grecque de la même façon précise qu'on voit dans les passages où Camões cite ses poètes latins préférés, comme Virgile, Horace et Ovide. En somme, on peut dire de Camões qu'il connaissait bien le latin, mais on ne peut pas être sûr s'il savait le grec. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur Camões.
La date de sa naissance, par exemple, est une conjecture qui a été proposée quelques dizaines d'années après sa mort. On ne sait pas où il est né. La plupart des livres récents sur Camões vous diront qu'il est né à Lisbonne. Mais au début du XVIIe siècle, on pensait que sa ville natale était Coimbra, la ville universitaire qui venait à l'époque de recevoir la restitution de l'université en 1537. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la restitution? Alors, l'université au Portugal a été fondée par le roi Denis d'Inige en 1290 et les activités universitaires ont commencé à Lisbonne. Et le roi a changé d'avis et a décidé de déplacer l'université et de la transférer à Coimbra. Son fils a pris la décision contraire et a voulu établir l'université une fois encore à Lisbonne. En fait, l'université au Portugal a changé de place plusieurs fois avant le XVIe siècle. Acceptant comme possible que Camões soit né en 1524, il avait donc 13 ans au moment où les études universitaires ont été établies de façon définitive à Coimbra. Ça, c'est une image de l'université aujourd'hui, l'université où je suis professeur. Sa famille, d'ailleurs, était liée à Coimbra dès la génération de son arrière-grand-père. Malgré l'absence de registres documentaires pour les études de Camões à Coimbra, il est néanmoins probable que ces études se soient déroulées dans cette ville universitaire. Deux éléments permettent d'étayer cette affirmation. Premièrement, le fait que 3 poèmes dans l'œuvre lyrique de Camões mentionnent le fleuve qui traverse la ville de Coimbra, le Mondego. Deuxièmement, nous savons que le recteur de l'université à cette époque était un personnage appelé Bento de Camões, qui était cousin du père du poète. Ce cousin de Camões était aussi prieur du monastère de Santa Cruz, une école célèbre pour l'enseignement des langues classiques au XVIe siècle. On peut donc accepter comme probable que le jeune Camões y ait étudié, soit à l'université elle-même, soit au monastère de Santa Cruz. Lisons la strophe dans les Lusiades où le poète parle de l'université de Coimbra. Il veut, alors il, c'est le roi d'Inige qui a fondé l'université, il veut qu'à Coimbra la studieuse jeunesse s'exerce de Minerve aux travaux glorieux. Les muses quittent le Pinde, Apollon les laisse fixer au Mondego leurs arts délicieux. Tout ce qui fit jadis gloire et splendeur d'Athènes, Apollon lui réserve et dote ses domaines. L'industrie prend naissance et va tout vivifier, les sciences et les arts se mêlent au laurier. Comme on peut s'y attendre de la part d'un poète qui a écrit au XVIe siècle, l'œuvre de Camões est difficile à lire pour les lecteurs modernes. Les lecteurs contemporains connaissent moins la mythologie classique qu'auparavant. Nous venons de voir dans la strophe citée des noms mythologiques comme Minerve, les Muses, le Pinde, c'est la montagne des Muses en Grèce, Apollon. Il faut dire que cet exemple est loin d'être le plus difficile que nous rencontrons dans les Lusiades. Voyons comme Camões exprime une idée aussi banale comme « c'était le printemps ». C'était au gai printemps, Flore versait sur terre le corne d'Amalthée et Phébus de ses feux, du ravisseur d'Europe atteignant le repère, ses cornes réchauffées de rayons lumineux. Le soleil matinal que le ciel environne
ramener aux mortels le saint jour du repos, c'est le dimanche, ce jour où celui qui tout règle et tout ordonne, à son œuvre immortelle vint à poser le sceau. Au-delà de la mythologie, le langage même de Camões est très difficile. La maîtrise du vocabulaire et de la grammaire est donc la première difficulté pour les lecteurs d'aujourd'hui qui essayent de lire l'œuvre de Camões. Mais il y a aussi d'autres défis, outre la difficulté de la langue. Camões a vécu et écrit dans un contexte historique très différent du nôtre, et sa vision du monde est évidemment celle d'un intellectuel du XVIe siècle qui a grandi dans un pays dominé par l'Église catholique et dont la population musulmane avait été pratiquement éliminée ou assimilée quelques siècles auparavant, et la population juive expulsée une génération plus tôt. L'Inquisition elle-même a été établie au Portugal lorsque Camões était adolescent, et on dit que l'Inquisition portugaise a brûlé plus de personnes sur le bûcher que l'Inquisition espagnole. Camões avait déjà 48 ans lorsque son premier et unique livre a été publié à Lisbonne, les Lusiades, en 1572, et pour faire imprimer le livre, il a dû demander une autorisation officielle à l'Inquisition. Il n'est donc pas surprenant que ce livre présente des attitudes religieuses que nous trouvons aujourd'hui intolérantes. Camões part du principe que ses lecteurs adhèrent totalement à l'idée que catholicisme et vérité sont synonymes. L'histoire qu'il raconte dans ce livre, l'histoire du premier voyage maritime de l'Europe vers l'Inde, cette histoire lui donne toute latitude pour que ces personnages portugais rencontrent des musulmans et des hindous, mais l'hypothèse sous-jacente du narrateur, lorsqu'il décrit ces rencontres, c'est que les religions autres que le catholicisme sont tout simplement erronées. Nous pouvons regretter que cela ne corresponde pas à notre vision moderne, mais il serait également erroné, je pense, de soumettre Camões à nos propres normes contemporaines et puis de le critiquer post-mortem parce qu'il n'a pas su respecter la sensibilité d'une époque future. L'un des aspects qu'il faut lui reconnaître est qu'il autorise plusieurs points de vue dans les Lusiades. Il présente au lecteur le point de vue des Portugais lorsque ces navigateurs rencontrent des Africains et des Indiens, mais il conçoit également des scènes dans le poème où les Africains et les Indiens expriment leur point de vue peu flatteur sur les Portugais. Dans le premier chant du poème, Camões laisse un de ses personnages en Afrique dire ces paroles au sujet des Portugais. Redoute tout, dit-il, de ces chrétiens infâmes. Ils désolent les mers en terribles fourgons, et partout où ils vont, les meurtres et les flammes accompagnent leurs pas. Contre les vrais croyants, les musulmans, ils redoublent surtout leur fureur sacrilège. Si nous les souffrions en paix dans le pays, ils nous massacreraient et nous tendraient des pièges pour enlever nos biens, nos femmes et nos fils. Et ici, il est important de voir que « enlever », dans la traduction française, le verbe en portugais, c'est « cativar », et ça signifie « asservir » ou « réduire en esclavage ».
Les Lusiades ont donc beaucoup à offrir aux lecteurs modernes. C'est une épopée qui nous fait réfléchir sur les débuts de l'impérialisme européen au XVIe siècle en nous présentant une histoire dans laquelle plusieurs personnages expriment leurs doutes quant à la validité morale de l'expansionnisme portugais en Afrique et en Asie. Il y a un côté patriotique, nationaliste, chauvin, si vous voulez, dans les Lusiades, c'est indéniable, mais il y a aussi un côté très critique, et c'est ça que je trouve très surprenant. Je reviendrai sur ces idées, car j'ai un peu brûlé les étapes. L'homme dont nous célébrons le 500e anniversaire cette année a eu une vie remarquable. En outre, il a écrit des merveilleuses poésies lyriques, autres que sa grande épopée, les Lusiades. Je vais donc parler un peu de sa vie avant de revenir aux Lusiades. Lorsque l'on évoque les grands noms des arts et des lettres européens du XVIe siècle, il s'agit principalement d'hommes qui n'ont jamais quitté l'Europe. Michel-Ange n'a jamais voyagé en dehors de l'Italie et Shakespeare n'a jamais quitté la Grande-Bretagne. Léonard de Vinci était considéré comme un grand voyageur parce qu'il était allé en France. En tant que sujet d'un roi portugais qui possédait un empire très étendu en Afrique, en Inde et en Extrême-Orient, Camões a pu élargir ses horizons d'une manière qui aurait été impensable pour Michel-Ange, Léonard ou Shakespeare. Mais il faut aussi dire que Camões n'a pas voyagé au sud de l'équateur, le long de la côte orientale de l'Afrique et jusqu'en Inde et en Extrême-Orient parce qu'il voulait élargir ses horizons. Il a plutôt raté sa vie et ce sont les circonstances plutôt que le choix qui l'ont conduit en Inde. Nous y reviendrons dans un instant, mais revenons d'abord 5 siècles en arrière, en 1524, année de la naissance supposée de Camões. Je dis supposée parce que l'un des faits curieux de l'histoire de la littérature, c'est que nous connaissons le jour, le mois et l'année exacte de la naissance des poètes romains Virgile et Horace il y a plus de 2000 ans, mais nous ne savons pas avec certitude quand Camões est né. Nous savons qu'il est mort le 10 juin 1580, car le document officiel confirmant les paiements de sa pension à sa mère, qui lui a survécu, existe toujours. Il y est écrit, noir sur blanc, qu'il est mort le 10 juin 1580, et tous les Portugais savent, comme Madame Falguevière a dit, que le 10 juin est la fête nationale du Portugal. Donc, ce n'est pas vrai ce qu'on lit dans l'édition française de la lyrique de Camões, où quelqu'un a écrit qu'on ignore la date de sa mort. Quant à sa naissance, on pense qu'il est né en 1524 parce qu'un commentateur au XVIIe siècle a affirmé, le commentateur c'est Manuel de Feliz Sousa, a affirmé avoir vu des preuves documentaires à ce sujet. Mais le document qu'il prétend avoir vu n'a jamais été retrouvé. Il convient de rappeler que Lisbonne a subi un violent tremblement de terre au XVIIIe siècle, au cours duquel la majeure partie de la ville a été détruite par le séisme lui-même et par le tsunami qui s'en est suivi. De nombreuses archives officielles ont été perdues à jamais et nous sommes donc confrontés au fait que nous ne savons pas exactement quand, ni même où, est né l'écrivain le plus célèbre de l'histoire portugaise. Quoi qu'il en soit, ces biographes du XVIIe siècle ne doutent pas
qu'il ait étudié à Coimbra, et il s'accorde également à dire que la période suivante de sa vie s'est déroulée à Lisbonne, où il semble avoir été admis dans les cercles de la cour. Il a probablement trouvé des mécènes parmi les riches aristocrates, comme en témoignent ses poèmes dédiés à des hommes de la haute société, tels que des ducs et des comtes, ainsi qu'à leurs proches. C'est un exemple d'un poème dédié au duc de Aveiro. Camões n'avait apparemment pas de revenus propres, et comme c'était la coutume pour les artistes et les écrivains au XVIe siècle, il dépendait du mécénat. Mais il a eu des ennuis dans ces cercles de la haute société et du grand monde. Les biographes de Camões au XVIIe siècle ont pensé que le poète était tombé amoureux d'une grande dame de la haute société et que cette passion aurait pu choquer les milieux aristocratiques à Lisbonne. Il y a une autre théorie selon laquelle poètes rivaux et jaloux de son succès auraient pu intriguer contre lui. Mais cette théorie nous oblige à poser la question: quel succès? Il n'y a guère publié de poèmes à cette époque-là. Sa propre personnalité violente était loin d'être irréprochable, comme nous le verrons bientôt. Quelle que soit la vérité, il quitte Lisbonne entre le milieu et la fin des années 40 du XVIe siècle pour servir comme soldat en Afrique du Nord, dans l'avant-poste portugais de Ceuta, qui appartient aujourd'hui à l'Espagne. Tout au long de son histoire, Ceuta a appartenu aux Carthaginois, aux Romains, aux Vandales, qui, malgré leur nom, étaient chrétiens. Elle a été conquise par les Arabes au 8e siècle et est restée une ville majoritairement musulmane jusqu'à 1415, date à laquelle a été attaquée et conquise par le roi portugais Jean Ier. La conquête de Ceuta marque le début de l'expansionnisme portugais. Le Portugal était et est toujours un pays où les ressources naturelles en or, argent et autres métaux précieux avaient déjà été épuisées par les Romains plusieurs siècles auparavant. La couronne portugaise a donc mis tous ses espoirs dans l'accès au marché africain de l'or et des personnes réduites en esclavage. En fait, les soi-disant découvertes portugaises au long de la côte de l'Afrique occidentale étaient en réalité des tentatives de découverte de nouveaux marchés pour l'achat et la vente d'esclaves. L'obsession du Portugal pour l'Afrique du Nord, qui s'apparentait à une croisade, n'a jamais tourné à l'avantage du Portugal. La Ceuta portugaise, où Camões est allé servir comme soldat, a été constamment attaquée par des forces musulmanes d'Afrique du Nord, et vers la fin de la vie de Camões, le roi portugais à l'époque, le roi Sébastien, obsédé par les croisades, a mené son armée chrétienne contre une armée musulmane beaucoup plus nombreuse au Maroc. Il a perdu la bataille et a ainsi non seulement anéanti les forces armées portugaises, mais aussi l'indépendance du Portugal, puisque le roi lui-même était célibataire. Le roi suivant du Portugal a donc été le roi d'Espagne, Philippe II. Le séjour militaire de Camões en Afrique du Nord n'a pas non plus été très héroïque, mais ce séjour l'a marqué pour toute sa vie et littéralement. Blessé à l'œil par une balle perdue d'un fusil ou d'un canon, il a complètement perdu la vue de l'œil droit. Pour quelqu'un dont la vie et le gagne-pain dépendaient de la lecture et de l'écriture, la perte d'un œil a dû rendre les choses encore plus difficiles.
De retour à Lisbonne, il semble déterminé à se rendre la vie encore plus difficile qu'elle ne l'aurait été autrement. Sa personnalité violente est apparue au grand jour lorsque, en juin 1552, il a été arrêté à Lisbonne pour avoir participé à une rixe impliquant 3 autres hommes. Nous connaissons cet incident grâce à un document qui nous est parvenu, une grâce royale signée en mars 1553, par laquelle le roi Jean III autorise la sortie de prison de Camões. Et le roi écrit: cette année, il me servira en Inde. En réalité, Camões est resté en Inde bien plus longtemps que ne laisse entendre l'expression cette année. Camões s'embarque pour l'Inde en mars 1553 pour une nouvelle période de service militaire et arrive à Goa en septembre de la même année. Le navire sur lequel il avait navigué est arrivé en Inde, mais il a fait naufrage lors du voyage de retour. Camões a eu de la chance d'être contraint à rester en Inde et de ne pas pouvoir rentrer immédiatement comme il l'aurait peut-être souhaité, car le peu qu'il communique sur l'Inde portugaise dans l'une de ses lettres est loin d'être positif. Les 17 années qu'il a passées en Asie n'ont probablement pas été très heureuses, même après sa démobilisation qui a eu lieu 2 ou 3 ans après son arrivée. Moi, je me demande toujours dans quelle mesure cet homme complètement aveugle d'un œil pouvait être apte au service militaire. Quoi qu'il en soit, il est resté en Inde et s'est rendu à Macao, en Chine, où il aurait pris la fonction de fiduciaire des biens des morts. Personne ne sait exactement ce que cela signifie. Il est probablement allé jusqu'aux îles Moluques. Certains spécialistes pensent qu'un de ses poèmes y ait été écrit. À son retour en Inde, il a survécu à un naufrage près du Cambodge. À cette occasion, il aurait sauvé le manuscrit de l'Usiade en le tenant d'une seule main pendant qu'il nageait vers le rivage. Le poète, dont un œil était aveugle, était donc également capable de nager avec un seul bras. Je ne sais pas si c'est vraiment vraisemblable. Il ne serait pas injustifié d'être sceptique quant à cette survie miraculeuse du manuscrit, car les érudits au XVIIe siècle avaient déjà remarqué que cet exploit, consistant à nager en tenant ses écrits, correspondait à une situation très similaire dans la vie de Jules César, l'empereur romain. Il est possible que certains incidents dans les premières biographies de Camões soient une broderie imaginative de choses qui sont arrivées à d'autres auteurs célèbres. Camões lui-même a donné l'exemple. Dans sa poésie lyrique, il tient à se présenter comme quelqu'un à qui il est arrivé les mêmes choses par coïncidence qui étaient déjà arrivées à des grands noms de la littérature tels que le poète italien Pétrarque et le poète romain Ovide. Après 15 ans passés en Inde et ailleurs, de l'Afrique orientale à l'Extrême-Orient, Camões a dû sentir qu'il était temps de rentrer au Portugal. Et la raison principale en est que, selon toute vraisemblance, il avait terminé son poème épique sur le premier voyage de Vasco da Gama en Inde et qu'il tenait à ce que son livre soit publié à Lisbonne. Il lui avait fallu 6 mois pour aller de Lisbonne à Goa, mais il lui a fallu 2 ans pour aller de Goa à Lisbonne. En effet, non seulement il n'avait plus d'argent, mais ses dettes antérieures l'ont rattrapé
il a été abandonné par le capitaine du navire sur l'île de Mozambique, où il est resté dans le plus grand dénuement pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'un groupe d'amis aristocrates qu'il s'était fait à Goa réunisse l'argent nécessaire pour payer son voyage de retour. Depuis 1570, Camões est de retour à Lisbonne et sa priorité est désormais de trouver un mécène pour financer la publication de son poème épique. Le fait que le poème ait été publié en 1572 montre qu'il a effectivement trouvé quelqu'un pour financer l'entreprise, quoique le nom du mécène ne soit pas mentionné dans le livre lui-même. Les chercheurs ont supposé que le ou les mécènes souhaitaient rester anonymes. La première édition de l'Usiade ne comporte donc ni dédicace ni dédicataire. Il n'y a pas de biographie de l'auteur. Le seul texte que nous rencontrons en guise de préface est l'autorisation signée par l'Inquisition, et plus précisément par le frère Bartolomeu Ferreira. Les lecteurs de l'Usiade se sont souvent demandé si cet inquisiteur avait réellement lu le livre en entier, car vers la fin du poème, il y a plusieurs passages qui frôlent la pornographie. C'est une question sur laquelle je reviendrai bientôt, mais j'aimerais d'abord vous donner une idée générale de l'Usiade et de certaines des questions que l'épopée camonienne soulève. Les Lusiades sont divisées en ce que, en termes romains anciens, aurait constitué 10 livres, bien que Camões suive la mode italienne de l'époque en utilisant le terme canto, chant, comme Dante l'avait fait dans la Divine Comédie et l'Arioste dans l'Orlando Furioso. Les Lusiades comprennent 10 chants, 10 cantus, écrits non pas dans la terza rima, groupe de 3 vers de Dante, mais dans l'ottava rima de l'Arioste, c'est-à-dire une strophe de 8 vers. Il faut dire que l'Arioste a été le principal modèle italien de Camões pour la rédaction des Lusiades. Camões rassemble une énorme quantité de matériel dans ces 10 chants, à tel point que le lecteur peut recevoir l'impression que le thème principal, le premier voyage maritime de l'Europe vers l'Inde, disparaît sous une masse d'autres thèmes qui, pour Camões, étaient tout aussi intéressants. Le fait de naviguer pour la première fois vers l'Inde n'aurait été sans intérêt pour un poète qui avait lui-même entrepris le voyage. Le poète romain Virgile avait écrit sur le voyage d'Énée de Troie à l'Italie, avec une escale en Afrique du Nord, mais ces descriptions reposent sur des livres qu'il a lus et non sur une expérience personnelle. Camões, comme nous l'avons déjà vu, s'est embarqué pour les Indes en 1753 et connaissait la sensation d'être sur un navire au large de l'océan Atlantique. Le navire sur lequel il a navigué a sans doute suivi la même route que Vasco da Gama en naviguant vers le sud-ouest après l'archipel du Cap-Vert pour attraper les alizés que permettaient au navire de franchir le cap de Bonne-Espérance sans faire naufrage le long de la côte de l'Afrique occidentale. Le poème commence par une série de strophes grandioses et magnifiquement ornées, dont je citerai la 3e. Qu'on cesse de vanter les vastes entreprises, les navigations des Grecs et des Troyens. Qu'on cesse de parler des nations qu'ont soumises Alexandre et Trajan, ces demi-dieux païens. Je chante les enfants de la Lusitanie, que de Neptune et de Mars firent obéir,
que des vieux temps la muse entend des similis, devant de plus hauts faits, tout éclat doit pâlir. Il est clair que Camões suit le principe classique in medias res, horacien, d'Horace, la poétique d'Horace, car il commence son récit à un moment de l'histoire où la flotte portugaise a déjà accompli la moitié du voyage vers l'Inde. Lorsque l'histoire commence, les navires se trouvent dans l'océan Indien, au large de la côte de l'Afrique orientale, près du Mozambique. Dans les champs 1 et 2, l'arrivée des Portugais provoque des réactions hostiles sur l'île de Mozambique, à Quiloa, sur la côte de l'actuelle Tanzanie, et à Mombasa. La flotte échappe à l'embuscade et à la destruction parce que la déesse Vénus vient à la rescousse. Ici, nous devons nous arrêter et demander pourquoi Camões a-t-il choisi de raconter une histoire chrétienne dont les ficelles sont tirées par les dieux païens. Pourquoi l'action du poème dépend-elle de Jupiter, de Vénus, de Bacchus et non du Christ ou de la Vierge Marie? Depuis l'apparition du livre en 1572, les lecteurs et les érudits se sont penchés sur cette question. L'inquisiteur qui a signé l'autorisation de publication du poème a clairement ressenti le besoin d'expliquer le contenu mythologique. Il écrit ça. Il m'a semblé nécessaire d'avertir les lecteurs que pour amplifier les difficultés nautiques rencontrées par les Portugais pour atteindre l'Inde, l'auteur a recours à une invention, les dieux des païens. Mais comme il s'agit d'une fiction poétique, le poète n'a pas eu d'autre intention que d'orner son style poétique, et nous n'avons donc pas trouvé inconvenant que ces fables concernant les dieux restent dans l'œuvre. Il faut cependant toujours souligner que selon la vérité de notre sainte foi, les dieux des païens sont des démons. Au XVIIe siècle, le premier grand commentaire sur l'Élusiade proposait d'interpréter les dieux païens de manière allégorique. Le principal argument de l'auteur de ce commentaire, il s'agit de Ferri e Sousa, montre immédiatement que cette approche posait bien de problèmes. Vénus, la déesse romaine du sexe et de l'amour, est interprétée par Ferri e Sousa comme une allégorie de l'Église catholique. La question « Pourquoi Vénus ?» permet la réponse la plus directe. La Vénus de Camões et la Vénus de Virgile, reprenant dans les Lusiades son rôle dans l'Énéide. Dans le poème de Virgile, Vénus est favorable aux Troyens parce que Énée est son fils. Et dans les Lusiades, en l'absence de lien mythologique entre Vénus et la Lusitanie, on dit alors que Vénus aime les Lusitaniens parce qu'elle voit en eux les qualités de ces Romains bien-aimés, leur cœur solide, leur bonne étoile en Afrique du Nord, et ça c'est une exagération, leur bonne étoile en Afrique du Nord, leur langue qu'elle croit presque être du latin. C'est en tout cas grâce à Vénus que les Portugais arrivent sans encombre à Melinde, Malindi dans l'actuel Kenya, où ils reçoivent enfin un accueil amical de la part du souverain musulman. Le roi de Melinde est invité à monter à bord du navire de Gama et le capitaine portugais le reçoit avec faste. Nous approchons de la fin du chant 2 et constatons que Camões a choisi de suivre l'exemple de Virgile en mettant en place une situation narrative dans laquelle le roi de Melinde demande à Gama, comme Didon l'avait demandé à Énée dans l'Énéide, de le mettre au courant de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Énée avait répondu à Didon en décrivant
comment il était échappé au sac de Troie et en racontant toutes ses pérégrinations ultérieures en Méditerranée. Gama est moins autoréférentiel qu'Aînée et choisit de remonter plus loin dans le temps. Son récit, raconté dans les chants 3 à 5, est en grande partie une histoire du Portugal depuis sa fondation au XIIe siècle. En ce qui concerne les faits historiques du voyage de Gama, Camões les passe en revue et les sélectionne à son guise. De manière significative, l'épisode le plus saisissant du récit de Gama dans les Lusiades n'est pas du tout historique. Le point culminant de son histoire, vers la fin du chant 5, est la rencontre avec Ademestor, un gigantesque rocher parlant. Ademestor, ça s'écrit comme ça, Ademestor, un gigantesque rocher parlant qui représente probablement la montagne de la Table en Afrique du Sud. Voyons quelques passages de cet épisode. L'air tout à coup se trouble et s'obscurcit, un nuage épais et noir sur nous s'apaisantit. Ce nuage apparaissait si chargé, si terrible, que grande émotion s'empara de nos cœurs. La mer se soulevait, faisant ce bruit horrible du flot qui, se brisant, bat le roc en fureur. Ô puissance suprême, étonné écriai-je, ou menace divine ou affreux sortilège. Ces ténèbres, ces flots qui s'agitent sans vent, sont plus qu'une tempête et plus qu'un ouragan. À ces mots, le nuage à nos yeux se transforme en un être animé de l'homme ayant les traits, de difforme grosseur, d'une stature énorme, formidable géant, tel qu'on n'en vit jamais. Sur son immense front, ses cheveux se hérissent, de ses yeux creux perçants, de longs éclairs jaillissent. La barbe sur son col étend son voile noir, d'énormes dents jaunes s'y laissent entrevoir. Tout son corps, jambes, bras, de grosseur sans pareille, de rôde surpasser le colosse fameux qui fut de l'ancien monde une des 7 merveilles. Il vient pour nous parler et des sons caverneux qui paraissent sortir du fond de l'onde amère éclatent tout à coup comme un lointain tonnerre. Nous sommes à ce fracas tous saisis de terreur, notre sang s'est glacé jusqu'au fond de nos cœurs. Ne suffisait-il pas, s'écrie-t-il téméraire, d'avoir plus qu'aucun peuple fait d'illustres travaux? Après tant de succès dans vos combats et guerres, ne pouviez-vous enfin jouir de quelque repos? Pourquoi vouloir passer du monde les limites? Vous osez naviguer sur ces mers interdites et vous bravez des flots que nul n'ont sillonnés, venant en mon domaine où seul j'ai dominé. Tu viens pour découvrir les secrets, les mystères que voile la nature et l'humide élément, ce que juste aujourd'hui nul héros n'a pu faire. Tu le juges facile à ton génie bouillant, entends de quel danger s'entoure et te menace ce projet imprudent qu'enfanta ton audace. Sur mer, vent furieux, naufrage, ouragan, sur terre, maladie et combat incessant. Ce n'est pas entièrement clair si cet épisode du Adamastor représente de la part de Camões une critique sincère aux navigations portugaises en Afrique et en Orient, ou si Camões a voulu souligner les difficultés de la navigation dans un contexte où le discours critique de Ademestor finit par être un éloge indirect. Il s'agit donc d'un bon exemple de l'ambiguïté que l'on rencontre si souvent dans les Lusiades. Lorsque Gama termine son récit, à la fin du 5e chant,
nous sommes exactement à la moitié de l'Usiade. Mais les événements auxquels nous avons assisté en temps réel ne représentent que quelques étapes du voyage au long de la côte de l'Afrique orientale, entre le Mozambique et le Kenya. Le roi de Mélinde fait un accueil amical aux Portugais et leur prête un pilote local, évidemment africain, grâce auquel ils pourront enfin atteindre l'Inde. En Inde, les devins, c'est-à-dire les prophètes du pays, avertissent le souverain local que la présence des Portugais aux Indes n'apportera rien de positif. Leur arrivée signifie, je cite, captivité et destruction éternelle, fin de citation, pour la population indienne. Lisons une strophe du chant 8, où nous lisons « La fraude ou le démon rend alors manifeste que pour l'un de ces gens, les Portugais, ces gens seront un vrai fléau, que leur ambition, que leur joug funeste sera sa destruction et source de tout maux. Les devins effrayés viennent dire au monarque que d'un affreux présage ils ont connu la marque, et que l'oracle annonce, aux yeux visiblement, que terrible malheur menace l'Indostan. On avait déjà dit auparavant dans le poème En Afrique que les Portugais soumettraient la population africaine à l'esclavage et à la mort. Le fait que Camões permette à ses voix d'être entendues dans son poème est remarquable, car cela montre qu'il est capable de voir l'impérialisme portugais du point de vue de ceux qui étaient les colonisés. Le tout dernier chant du poème célèbre le mariage mystique entre Vasco da Gama et la déesse de la mer Thétis, une allusion peut-être à la cérémonie annuelle à Venise au cours de laquelle le doge épousait la mer. Lors du déjeuner de noces, une nymphe commence à chanter et raconte les nombreux exploits militaires portugais destinés à se produire en Inde. Ces récits sont bien sûr vus d'un point de vue européen et donnent une vision très unilatérale de l'histoire indienne. Des exploits militaires considérés comme héroïques du point de vue portugais peuvent tout aussi bien être considérés comme des crimes de guerre du point de vue opposé. Camões devait en être conscient, étant donné que dans le poème, il n'a pas réduit au silence les points de vue africains et indiens. Il semble significatif qu'après avoir nommé les vice-rois portugais de l'Inde, tous des hommes très violents, Camões ait décidé de conclure le thème des chrétiens en Inde par l'histoire de l'apôtre non-violent Thomas, personnage de l'Évangile selon Jean, qui a apporté le christianisme en Inde d'une manière véritablement chrétienne et non violente, préférant être tué plutôt que de tuer. Bon, j'ai commencé par dire que Camões occupe dans les arts et les lettres portugaises la place de Shakespeare dans le monde anglophone, mais en tant qu'objet littéraire, l'Illusiade ne rassemble pas du tout à Shakespeare, l'œuvre avec laquelle nous pouvons à juste titre comparer l'épopée de Camões et son modèle, l'Énéide de Virgile. Comme l'Énéide, l'Illusiade ont fini par devenir un texte scolaire. Dans les deux cas, grâce à la manière assez banale dont les deux poèmes se prêtent à une lecture de propagande. Lorsqu'il est lu pour la première fois, le texte de Camões prend certainement l'apparence d'une œuvre destinée à glorifier la marche de l'histoire portugaise de la même manière que l'Énéide glorifie
le concept de destin mondial romain. Au cours du dernier demi-siècle, cependant, les chercheurs se sont de plus en plus intéressés à d'autres aspects de l'Usiade. Il serait juste de dire que les points de vue contemporains sur le poème tendent à s'éloigner de la lecture traditionnelle patriotique en se concentrant sur les aspects de l'Usiade qui présentent l'expansion portugaise à l'étranger sous un regard critique. En effet, à une époque comme la nôtre, où nous sommes appelés à regarder en face les problèmes du colonialisme, le poème de Camões possède toutes les qualités nécessaires pour servir de point de départ à une discussion très intéressante sur les idéologies impérialistes. Ce poème a été écrit à une époque où l'impérialisme n'était pas remis en question. Il s'agissait du projet évident des puissances européennes qui rivalisaient dans l'exploitation des ressources matérielles et humaines de l'Afrique, des Amériques et de l'Asie. On ne s'attendrait pas à ce qu'un poème écrit au XVIe siècle puisse remettre en question l'idéologie du XVIe siècle lui-même. C'est pourtant ça que fait Camões. Et c'est ça qui le rend pertinent et même indispensable dans le contexte des études littéraires et culturelles d'aujourd'hui. Outre les Lusiades, Camões a été aussi l'auteur d'une œuvre lyrique très belle et très profonde. Ces poèmes lyriques sont parus après sa mort. La première édition a été publiée à Lisbonne en 1595, suivie d'une seconde édition en 1598. La lyrique de Camões intègre de nombreux genres poétiques, ça c'est la deuxième édition, de nombreux genres poétiques comme sonnet, qui occupe la première place dans les deux éditions du XVIe siècle, chansons à l'italienne, canzone, ode, élégie, éclogue bucolique et poèmes qu'on appelle au Portugal redondilhas. Ce sont des petits poèmes, la plupart sont en fait de petits poèmes, écrits dans le goût ibérique, donc presque sans influence italienne. Le poète italien plus important pour comprendre l'esthétique de la poésie lyrique de Camões est Pétrarque. Les poèmes d'amour que Pétrarque a dédiés à Laure sont la matrice de la poésie d'amour camonienne. Donc la poésie lyrique de Camões constitue, en un certain sens, une mise en scène où le poète joue le rôle de Pétrarque tout en donnant à une femme dont le nom n'est jamais précisé le rôle de Laure. Pour comprendre la fiction poétique que l'on retrouve dans la poésie lyrique de Camões, il faut rappeler la phrase merveilleuse d'une célèbre écrivaine née à Bruxelles en 1903, Marguerite Yourcenar, qui a dit « Laure ne se préoccupait pas particulièrement de Pétrarque ». Alors, nous pouvons prendre cette phrase comme synthèse du thème de l'amour dans la lyrique de Camões. Le sujet lyrique, le moi qui écrit, est amoureux d'une femme dont les sentiments nous restent toujours un mystère. Il est impossible de décider s'il s'agit d'un amour réciproque, si la femme chantée par Camões aime à son tour le poète avec la même intensité qu'il déclare ressentir pour elle. C'est justement le problème de Pétrarque et Laure. Il est totalement amoureux d'elle, Laure, à son tour, semble ressentir plutôt une espèce d'indifférence. Le poème lyrique de Camões le plus connu au Portugal, c'est un poème où Camões décrit les symptômes de l'amour. Et chaque Portugais connaît bien ce poème.
Amour est feu qui brûle et que l'on ne voit pas, ces blessures cuisantes et que l'on ne sent pas, ravissement qui ne sait pas ravir, folle douleur qui ne fait pas souffrir, c'est ne vouloir aimer que son amour, c'est marcher solitaire dans la foule, jamais n'avoir plaisir à un plaisir, penser qu'on est gagnant alors que l'on se perd. C'est librement vouloir être captif, c'est quand on est vainqueur, servir qui est vaincu. Rester loyal quand on nous fait mourir, mais comment ces faveurs font-elles naître une amitié entre les cœurs humains, si amour à ce point est contraire à lui-même? Alors, la phrase « c'est librement vouloir être captif » nous amène à considérer l'idée de l'amour comme une forme d'esclavage. C'est une idée qui était déjà présente dans la poésie latine classique et que Camões renouvelle dans son poème dédié à une esclave noire appelée Barbara, dont il déclare être amoureux. Il s'agit probablement du premier poème d'un auteur européen qui traite de l'amour pour une femme non européenne. Et la belle captive que me tient captif, moi qui vis en elle, m'empêche de vivre. Jamais ne vis rose en riant bouquet qui parut plus belle à mes yeux charmés. Ni fleur dans les champs, ni étoile au ciel me semble belle comme mes amours. Un visage unique, un regard serein, des yeux noirs, lassés mais non de tuer. Une grâce vive habite chez eux, la rendant maîtresse et non plus captive. Noirs sont ses cheveux, et le peuple vain n'ose plus vanter des blonds la beauté. Noirceur d'amour, si douce d'aspect que la neige est prête à faire un échange. Paisible gaieté mêlée de sagesse, étrangère, oui, mais non point barbare. Présence sereine apaisant l'orage, en elle repose toute ma douleur. Telle est la captive que me tient captif, moi qui vis en elle, force-moi de vivre. Alors, on peut demander, Barbara sera-t-elle une femme réelle, quelqu'un qui a vraiment existé, ou une construction poétique à l'opposé de l'aube? Barbara la noire, Laure la blonde. Beaucoup de lecteurs de Camões ont posé cette question. En quelle mesure peut-on dire que la lyrique de Camões constitue une espèce d'autobiographie? Le premier sonnet des éditions du XVIe siècle semble vouloir mettre l'accent sur la légitimité de la lecture autobiographique. Aussi longtemps que fortune a voulu que de quelque bonheur je garde l'espérance, prenant plaisir à ces douces pensées, je ne pouvais qu'en dire les effets. Hélas, amour, craignant que mes écrits servent d'avis à une âme rebelle, a brouillé ma raison à force de tourments, pour que je taise tous ces artifices. Ô vous qu'amour oblige à vous soumettre à des désirs changeants, quand vous lirez en un livre si bref tant d'histoires diverses, c'est pure vérité et non pas défaut. Et sachez-le, mes vers, vous ne les comprendrez qu'en fonction de l'amour que vous éprouverez. Dans un passage de ces chansons, Camões semble encore une fois vouloir autoriser l'interprétation autobiographique. Voyons les derniers vers de ce poème. Et je ne chante pas avec délicatesse pour le plaisir d'être loué, mais je dévoile de pure vérité
dont j'ai subi l'épreuve, plût au ciel qu'il s'agit de fables inventées. Bon, je termine en revenant aux Lusiades, car il y a aussi un passage dans ce poème où le même problème se pose, fiction ou vérité. À la fin de son récit, Vasco da Gama critique les poètes de l'Antiquité classique pour avoir écrit des fictions dans ce poème, ça veut dire fiction sans germe de vérité. Lisons ces 4 strophes des Lusiades. Penses-tu, ô grand roi, qu'en voyage l'on puisse trouver gens pour lutter avec nous en rivaux, et que le pieux aîné et le subtil Ulysse aient accompli jamais des aussi rares travaux? Leur voyage vanté par rime ou par prose, au nôtre comparé, serait bien peu de choses. La 8e partie aurait-il jamais vu ce qu'au ciel, ce qu'en mer nous avons aperçu? Ce poète qui buvait tant d'eau d'Hippocrète, ça c'est Homère, et dont tant de cités disputent le berceau, Rhodes, Smyrne, Lesbos, Colophonie, Athènes, Argos et Corinthe, Salamine et Chio. L'autre nom moins fameux, c'est Virgile, brillant sur l'Ausonie, dont la lyre l'enchante en divine harmonie. À son native Mincio, c'est le fleuve de Mantoue, en Italie, inspirant du sommeil, mais que le Tibre vante à nul autre pareil. Les poèmes, leurs écrits, avec louange extrême, inventent des héros en fond des demi-dieux. Nous montrent des Circés, des fées, un Polyphème, des sirènes aux chants trompeurs et périlleux. Ils les font naviguer au voile à la rame, des terribles cicones leur font braver les lames, en buvant le lotus, ils oublient leur pays, leur unique pilote et les ondes périt. C'est une petite description du sujet de l'Odyssée de Homère. Puis des outres gonflées, lance-vers et tempêtes, c'est encore Homère, des calypsos brûlant en amoureux transport, harpies tirant le mets que sur table on apprête, des enfers, ils les font descendre aux ombres bords. Mais quelque fiction que ce génie invente, conte fait à plaisir qui nous capte, enchante, le vrai, conté par moi, dépouillé d'ornements, surpasse l'invention de ces écrits brillants, de ces esprits brillants. Bon, on ne peut pas dire avec rigueur que le récit de Vasco da Gama dans les Lusiades soit dépouillé d'ornements. Et on ne peut pas dire non plus qu'il ne dise que la vérité, car il y a beaucoup d'épisodes dans son récit qui sont fictionnels. Et l'épisode, évidemment, le plus mensonger, c'est l'épisode de Edemestod, le rocher parlant, que nous avons lu. Nous pouvons donc conclure que le concept de vérité dans la poésie de Camões ne doit pas être interprété de manière littérale. Il s'agit plutôt de vérité poétique. Cela nous mènerait très loin et ferait l'objet d'une autre conférence. Pour l'instant, je vous remercie de votre attention et je répondrai volontiers à vos questions si vous en avez. Merci. Moi, j'ai une question. Parce que c'est très intéressant ce que vous avez dit. Donc, vous avez associé, vous avez souligné comme quoi Camões a été, bon, à vrai dire, instrumentalisé par, pendant plusieurs moments de notre histoire. Et maintenant, vous avez, ce que
vous voulez nous dire, ce que vous êtes venu nous dire, c'est parler de l'actualité de ces Lusiades, compte tenu de la perspective assez critique de Camões, de ce niveau d'interprétation que... est-ce que ça c'est votre avis ou c'est votre suggestion de comment traiter Camões de nos jours avec ces générations ou il y a du travail déjà fait? Parlez-nous un peu plus de cette perspective. Il y a déjà des travaux faits sur ce thème des Lusiades comme anti-épopée. Un livre très intéressant a été publié en 2000 par José Medeira. C'est un livre où il essaie de montrer que les Lusiades ont ce que Camões veut dire dans les Lusiades est le contraire de tout ce que nous lisons dans le poème. Alors ça, c'est pour moi un peu exagéré. Je préfère voir qu'il y a les deux interprétations possibles et que Camões lui-même, ayant vécu en Inde et ayant vu tout ce que l'Empire portugais a fait en Afrique et en Inde, où il a vécu 2 ans à Mozambique et puis beaucoup de temps en Inde et en Chine. Il a vu avec ses propres, avec un œil, parce qu'il n'avait pas 2 yeux, des yeux, avec un œil, ce qu'était l'Empire portugais. Et il y a des poèmes dans son œuvre lyrique où il décrit des choses que nous appellerons aujourd'hui des crimes de guerre. C'est quand les Portugais vont dans un village en Inde et brûlent tout ce qu'ils voient, les maisons, c'est pour nous un crime de guerre. Il a vu tout ça. Il était évidemment quelqu'un du XVIe siècle. Il a écrit un poème où il a voulu aussi décrire l'histoire du Portugal d'une façon aussi positive que pour le Portugal. Et pour moi, le plus intéressant, c'est qu'il y a les 2 points de vue dans les Lusiades. On peut lire les Lusiades comme on faisait à la fin du XVIe siècle, quand le Portugal n'était plus indépendant de l'Espagne. Et les Portugais ont évidemment lu les Lusiades comme un poème patriotique contre les Espagnols. Et puis au XXe siècle, avec Salazar et tout le contexte politique au Portugal, les Lusiades étaient lues à l'école et à l'université comme une espèce de Bible du peuple portugais, du patriotisme portugais. Après la Révolution, on a confronté le problème, qu'est-ce que nous pourrons faire avec ce livre aujourd'hui? Est-ce que nous devons oublier que ce livre existe ou le relire et essayer d'écouter ce que Camões a vraiment voulu dire? Et pour moi, il a voulu dire 2 choses. Le Portugal, c'est merveilleux, mais le Portugal, c'est très très mauvais. C'est les 2 choses. Et le premier exemple que j'ai donné, quand il dit que les Portugais sont des sourds, ne veulent pas... Je pense que c'était avare. Avare, cupide. Oui. Bon, ce n'est pas très flatteur. Alors, parler à des sourds, ce sont des Portugais. Mon avare pays, ignorant et cupide, il n'a que le talent ni protection, nul encouragement. Bon, c'est vraiment critiqué. C'est à la fin du poème, mais au début du poème, c'est plutôt l'image positive du Portugal. Et c'est ça que je crois que beaucoup de lecteurs qui commencent à lire les Lusiades pensent « Ah non, ce n'est pas pour moi, c'est un livre trop chauvin ».
mais il faut lire tout le livre et parvenir à la fin pour voir ces choses. Pour répondre en synthèse à votre question, je ne suis pas le seul lecteur de l'Usiade qui défend cette interprétation qu'il y a les deux points de vue. Mais je crois qu'il y a encore des gens qui veulent voir seulement le point de vue patriotique. Et ça, je regrette que ça existe encore parce que... Et c'est à ça que je pensais, parce que je me demande si au niveau des écoles, s'il y a eu un changement dans la pédagogie, aussi finalement, on est toujours dans la même lecture. Je sais que mes collègues à l'université de Coimbra, enfin, à l'université, espérons. Ils acceptent qu'on doit lire ces textes. Ce sont évidemment des textes du XVIe siècle. On ne peut pas attendre de ces textes qu'ils soient modernes et contemporains, mais il faut les lire avec un regard critique. Merci, mais il écrivait en français? Non, en portugais, évidemment. Ça, c'est la traduction de Hyacinthe Garin. C'est une très, très belle traduction du 19e siècle. Je crois qu'il y a une traduction plus récente en français des Lusiades, mais je trouve que cette traduction est si belle. C'est très beau de lire Camões en français de cette façon. C'est Hyacinthe Garin. Et la traduction de la lyrique, c'est de deux traductrices, Marie-Vonne Baudois et Anne-Marie Quin. J'avais aussi une question sur la traduction. Vous avez dit, en fait, vous avez fait une comparaison entre Camouèche et Montaigne. Et Montaigne, aujourd'hui, la langue de Montaigne, elle est très difficile à lire pour les francophones contemporains. Et il y a des traductions de Montaigne en français contemporain. Est-ce que ça existe aussi pour Camouèche? Ça, c'était ma première question. Non, ça n'existe pas pour Camouèche. Il existe des livres pour les jeunes lecteurs, une réécriture des Lusiades, simplifiée. Je crois que le premier contact avec les Lusiades pour les plus jeunes, c'est grâce à ce livre déjà un peu ancien, c'est le Jean de Barge. Mais ce n'est pas si difficile qu'il serait nécessaire de traduire en portugais contemporain. Je crois que Shakespeare est plus difficile pour les Anglais contemporains de lire que Camouèche. La lyrique n'est pas si difficile à lire. Les Lusiades, le plus difficile, c'est le langage qui imite le latin et qui utilise beaucoup de mots latins qui n'existent plus en portugais normal. Et pour quelqu'un qui n'est pas latiniste de formation, c'est difficile à comprendre. Mais je ne savais pas que Montaigne était si difficile. Oui. Et ma deuxième question, c'est très intéressant votre conférence parce que pour moi, les Lusiades, c'était vraiment le poème très chauvin par excellence et vous avez vraiment montré un contraste très saisissant de cela. Et justement, je me posais la question de l'usage de ces points de vue différents dont vous avez parlé. Est-ce que, par exemple, les colonisés ont pu utiliser ces textes-là justement contre un peu une sorte de paradoxe qu'utiliser le grand texte portugais contre les Portugais eux-mêmes, ou ça n'a jamais été utilisé à votre connaissance? À ma connaissance, non. On doit se demander qu'en portugais, quand nous parlons des Lusiades à l'étranger, comment présenter ce livre. Et je crois que dans les anciennes colonies portugaises, Angola, Mozambique, tout ça, où à l'école, c'était obligatoire de lire des Lusiades. Je ne sais pas comment ça a été avant la Révolution. Merci. Question. Des questions?
Non. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que lorsqu'il a publié son premier et unique livre, il avait 48 ans. Ensuite, vous avez donné des exemples de chansons et vous avez aussi dit qu'il avait aussi écrit des odes, etc. Est-ce que ça, elles ont été publiées pendant sa vie ou elles ont toutes été publiées après sa mort? Après sa mort. Ok, donc elles ont été retrouvées. Elles ont été retrouvées et on ne sait pas exactement comment ces poèmes ont été trouvés. C'est un ami de Camões, était un historien du XVIe siècle. Il a vu Camões à l'île de Mozambique lorsqu'il est venu de l'Inde et n'avait plus d'argent. Et cet ami s'appelait Diogo do Couto, il est l'auteur d'une histoire des Portugais en Asie. Et c'est une histoire très très critique, il faut dire, parce qu'il ne cache pas les crimes de guerre. Et cet ami a dit qu'il a vu Camões écrivant un livre qu'il a appelé Les Parnasses. De Parnasse, je ne sais pas comment on dit ça en français, de Parnasse. Et on pense que c'était la collection de ses poèmes lyriques. Mais en vie, il n'a publié que l'Élusiade. Et après sa mort, on ne sait pas qui a trouvé, parce qu'il ne s'est jamais marié, il n'avait pas de fils, d'enfants. Et c'est jusqu'à nos jours un mystère. Où est-ce qu'étaient ces poèmes lyriques de Camões, qui les a trouvés? Il y a la première édition de 1575, et puis la deuxième édition a plus de poèmes que la première. On a trouvé encore de poèmes. Puis au XVIIe siècle, il y a eu encore de nouvelles éditions de la lyrique de Camões, et chaque nouvelle édition avait ça a commencé par 10 chansons, 10 canzones, et au XIXe siècle, les éditions avaient déjà 19, 20 canzones. On pense que beaucoup de ces poèmes n'ont pas été écrits par Camões, que des poètes portugais ont voulu écrire à la manière de Camões, n'ont pas voulu signer leurs poèmes et ont préféré que ces poèmes circulent sous le nom de Camões, et c'est pour ça que les éditions du 19e siècle ont trop de poèmes. 400 sonnets de Camões, et la première édition c'est 50, quelque chose comme ça. Je crois que les éditions du XVIe siècle sont des éditions où on peut se fier un peu, ce sont les poèmes de Camões. Mais c'est dommage qu'il a... Mais il faut aussi dire que c'est à sa façon un miracle qu'il ait pu publier l'Élusiade, parce que quand Camões a vécu et écrit, il était très rare au Portugal que livres qui n'étaient pas livres de théologie catholique en latin soient publiés. Et on pense qu'il a eu vraiment de la chance, que l'Inquisition a autorisé la publication de son livre, parce que les autres grands poètes contemporains de Camões, comme Sá de Miranda, António Freire, ils n'ont pas publié leurs œuvres, leurs poèmes en vie. Ça est venu beaucoup plus tard. Alors l'Élusiade, c'est vraiment une chose... S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom de la personne qui a fait donc le premier commentaire sur l'Élusiade? Ah, ça c'est Manuel de Faria e Souza, voulais-tu? Manuel de Faria e Souza. Et du coup, c'était plutôt une critique ou un commentaire plutôt positif sur l'ouvrage? C'est un commentaire très érudit. C'est un commentaire, c'est intéressant. C'est un commentaire écrit en espagnol et pas en portugais, parce que c'était l'époque où Portugal et Espagne avaient le même roi.
Le commentaire est en espagnol, mais la plupart, quand nous lisons les pages de ce commentaire, la plupart est en latin, parce qu'il cite tous les poètes latins qu'il a cru que Camões a lu et imité. C'est un commentaire un peu difficile de lire pour cette raison, c'est beaucoup de latin. C'est un commentaire que du point de vue de l'interprétation n'est pas si intéressant à mon avis parce que c'est très allégorique. Et ce commentateur a voulu voir des allégories partout. J'ai donné l'exemple de Vénus, c'est l'Église catholique. Bacchus, c'est je ne sais pas si c'est le protestantisme ou c'est le diable ou quelque chose comme ça. Ce Manuel Félix Sousa était un homme très bien lu. Il a vraiment connu la littérature latine, il connaissait tout par cœur, il me semble, mais il n'était pas très intéressant comme interprète de Camões. Et c'est aussi quelqu'un qui était très fanatique du point de vue catholique. Et c'est un commentaire qui est parfois un peu ennuyeux de lire parce que nous ne voyons pas les choses aujourd'hui comme les gens l'ont vu au XVIIe siècle. Merci de votre question. Moi, je voulais savoir si ça a été adapté dans la musique, dans les chansons portugaises, ces poèmes, ou bien si ça a été utilisé. La lyrique, absolument. Il y a des fados très célèbres chantés par Amália Rodrigues, des compositeurs portugais du XXe siècle ont fait ça pour elle. Et à la fin du XIXe siècle, des compositeurs plutôt classiques, au fado, on ne peut pas dire que ce soit une musique classique, mais des compositeurs à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, ont écrit des mélodies pour chant et piano, un peu comme les mélodies de Gabriel Fauré ou les lieder de Schubert, utilisant les sonnets de Camões. Je ne sais pas si les autres poèmes, par exemple les odes, les chansons, les canzones, si on a fait de la musique pour ces poèmes. Mais les sonnets sont aussi courts dans les deux genres. D'ailleurs, à l'époque que Amália l'a fait, c'était pas très bien accueilli au départ, n'est-ce pas? Ah, je ne savais pas ça. Oui, parce que c'était quand même une chanson populaire. Et donc au départ, l'accueil était négatif, dans le sens comment ose-elle de chanter les vers de Camões. Après, bien sûr, ça a ouvert une tradition, mais au départ, c'était quand même pas évident comme choix. Très bien. Muito obrigado. Olá. Alors, en français, on essaie. Je suis musicien et alors quand on regarde le grand compositeur, on trouve alors une œuvre très numéro et géniale, comme le cas de Bach par exemple. Et c'est un mystère difficile à expliquer, je trouve, comment faire pour tellement d'œuvres. Alors avec Camões, il semble être une œuvre très petite. Alors c'est pas un numéro. Mais c'est génial. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce mystère? Il y a d'autres textes, on ne peut pas trouver une évolution, on ne peut pas trouver un développement. C'est tout au niveau tel que c'est pour moi un mystère. Comment est-ce qu'on a... Pour moi, c'est aussi un mystère. La qualité, la beauté de la poésie de Camões. Il y a là un mystère, parce que si on compare, on fait la comparaison de Camões avec Sá de Miranda, et Sá de Miranda est absolument merveilleux, et António Freire est aussi merveilleux, mais Camões a quelque chose de différent. La musicalité, la beauté du langage, il y a là quelque chose
c'est vraiment un génie des paroles. Mais son œuvre n'est pas si petite parce qu'il a l'Élusiade, la lyrique sont beaucoup de poèmes. Il y a encore 3 pièces de théâtre qu'il a écrites qui ne sont pas si bien connues parce que, à mon avis, ce ne sont pas des pièces très intéressantes. Là, le langage est très très difficile. Vraiment, les personnages parlent dans le langage normal du XVIe siècle et moi j'ai un peu la difficulté à comprendre les pièces de théâtre, les 3 pièces de théâtre de Camões. Pour moi, l'Élusiade, c'est plus facile. Comme professeur de latin et de grec au Portugal, pour moi, l'Élusiade, c'est un peu mon langage. Mais le portugais que les gens parlaient au XVIe siècle et que l'on retrouve dans les pièces de théâtre, ça c'est un peu difficile. Et ce sont des pièces qui veulent être des comédies. Mais on n'a pas envie de rire. Donc, ça c'est déjà un problème. Mais il a beaucoup écrit. Je ne parle pas des 400 sonnets des éditions au XIXe siècle, mais si on voit ce qui a été publié au XVIe siècle, l'Élusiade, les 2 éditions de la lyrique, les 3 pièces de théâtre, pour un homme qui est mort à 56 ans, il a quand même beaucoup écrit. Merci. Peut-être une deuxième question. Est-ce qu'on peut attendre une édition critique par vous de l'Élusiade au portugais? Qui sait? Parce qu'il y a toutes ces connexions avec l'Antiquité classique. Oui, c'est ça. C'est difficile à trouver, je crois, quand on lit une édition moderne de l'Élusiade. Oui, qui sait, peut-être. Je suis un lecteur passionné de Camões et je pense que c'est un auteur qui devrait être mieux connu hors du Portugal. Ça m'arrive souvent de parler avec des collègues anglais ou allemands ou italiens et on dit toujours, quand on parle avec un grand spécialiste de Shakespeare, en tant que portugais, on dit j'adore Shakespeare, je lis Shakespeare, et on parle avec des gens qui disent je n'ai jamais lu Camões. Et ça, je trouve dommage, parce que je trouve que c'est intéressant de connaître un peu plus Camões hors du Portugal. On peut discuter s'il était si grand poète que Dante ou Shakespeare. Chacun a le droit d'avoir son opinion, mais, sans vouloir dire qu'il est aussi grand ou plus grand. Mais c'est vraiment un auteur très important du XVIe siècle, et non seulement au Portugal. C'est un auteur vraiment important pour la littérature européenne. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que les problèmes des Lysiades sont des problèmes qu'on doit accepter, critiquer et en parler. Alors, merci beaucoup d'être venu.